Mes amis, l'heure est grave, mais c'est également un grand jour, un grand moment, une grande époque pour tous les fans de catch. Oh oui, comme le titre de cette vidéo l'indique, j'ai préféré AEW All In à WrestleMania. Ouais, je sais, c'est incroyable de dire ça, c'est incroyable de dire ce genre de choses, affirmer une telle phrase quand, encore une fois, tant de haine et de critiques envers la All Elite Wrestling existent aujourd'hui dans le monde et encore plus sur ce, j'allais dire magnifique, oui, magnifique, mais parfois également horrible endroit qu'est Internet. Mais oui, Tom LaRuffa a préféré All In à WrestleMania. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, nous allons le voir dans cette hashtag TLR Review du show de l'année AEW All In qui avait lieu à Londres cette année. Et bon, je le redirai en conclusion. Mais pour ceux qui me suivent sur Twitter, d'ailleurs, le tweet a déjà eu beaucoup de succès. J'ai enfin compris. J'ai réussi à formuler, à mettre en mots la différence entre la WWE et la AEW. Et je vais l'expliquer dès le début, comme ça va être un peu le fil conducteur de cette review et surtout des explications de, encore une fois, pourquoi ce All In, qui est le premier que je regardais, a tellement résonné en moi. La WWE fait un catch de spectacle alors que la AEW fait des spectacles de catch. La nuance, c'est que la WWE, oui, propose du catch, mais c'est un catch qui est formaté pour que ce soit un spectacle. C'est, quand on va voir la WWE, oui, on va voir du catch, mais on va voir surtout un spectacle, un show à l'américaine, un show comme seule la WWE peut le faire, aussi bien dans ses histoires, dans ses storylines, que dans ses moyens de production, et surtout dans le style de catch qu'on voit dans le ring. Un style qui est accessible à tout le monde et pour tous les publics et facilement compréhensible. Exactement comme Hollywood fait du cinéma. Hollywood fait une certaine forme de cinéma qui va parler à tout le monde, à toute la planète, mais c'est assez simpliste. À l'inverse, enfin c'est pas l'inverse, mais sur une corde différente, la AEW va faire des spectacles de catch, c'est-à-dire des spectacles qui mettent en avant le catch. Plutôt que de faire du catch qui met en avant le spectacle, la AEW c'est l'inverse. Elle va faire des shows de ouf, mais où le catch reste le point d'intérêt central du show. Et c'est exactement ce qu'on a vu, et en fait, en tout cas, c'est exactement comme ça que je l'ai ressenti, que j'ai vu et que j'ai vécu ce AEW All In, et en voici pourquoi dans les explications qui suivent. Oh oui, oh oui. Donc, déjà, premier truc qui m'a frappé, on va dire, les vidéos package avant les matchs sont très courts. Ils doivent faire 30 secondes, 1 minute maximum. Et je dis bien maximum, un gros maximum. Et c'est franchement, j'allais dire, au début ça m'a perturbé. Je suis waouh, c'est aussi court que ça. Mais en fait, non, c'est logique. C'est ok, voilà l'histoire et maintenant le match. Et c'est comme ça pour chaque match, même le main event. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. Autant aller direct dans l'action. De mémoire, je crois bien n'avoir vu aucune interview backstage également, ce qui est dans un sens entre guillemets choquant quand on est habitué au format WWE, mais là aussi, quand on y pense, ben non, c'est logique, c'est le show de catch, c'est un show de catch, c'est un spectacle de catch, donc c'est le catch qui prime, et c'est surtout le spectacle où toutes les rivalités culminent et aboutissent. Donc pourquoi s'embêter avec des interviews backstage? On connaît déjà toute l'histoire, donc maintenant on va tout régler dans le ring. Et franchement, vu comme ça, je peux dire, ouais, bel esprit, ça passe. Je dis pas encore une fois qu'un produit doit effacer l'autre et qu'un produit doit terminer l'autre, mais les deux peuvent coexister et je trouve ça très bien, très bien. Oh oui, oh oui. En parlant de ce que j'ai trouvé très bien, AEW All In, c'est parti les amis. Premier match, on a commencé direct avec le London Ladder Match pour le World Trios Championship. Alors ça, bon, il n'y a même pas eu d'entrée. Si on a tous vu le même programme, il n'y a pas eu d'entrée parce que direct, toutes les équipes étaient dans le ring, donc les équipes de 3. Franchement, j'ai pas noté la liste des équipes parce qu'elles étaient dans le ring déjà et donc il n'y a pas eu d'entrée. Mais les points forts du match. J'ai pris des notes pour chaque match parce que le show faisait 4 heures, les amis. J'ai mangé 4 heures de catch et croyez-moi, truc de ouf qui me rend ouf, ça m'a pas gavé. Bel esprit. Oh oui, oh oui.
Donc, tout de suite, j'ai vu très bonne psychologie de Christian qui se barre dès le début du match pour éviter les mauvais coups. C'est normal, c'est un match d'échelle avec plein d'objets, il y a eu aussi des tables et des chaises. Et qu'est-ce qu'on fait? On sort du ring et on laisse les autres se faire défoncer avant de revenir. C'est, dans un sens, c'est un peu, comme je vous dis souvent, je compare souvent le catch à des jeux vidéo. C'est pareil. Quand on voit que c'est le gros BORDEL, qu'est-ce qu'on fait? On sort du ring dans le jeu vidéo pour laisser les autres perdre des vies et perdre de l'énergie. Et on remonte quand ils sont bien fatigués. Bel esprit. J'adore ce genre de psychologie. Facile à comprendre, facile à commenter pour les commentateurs et qui font mousser le personnage de ouf. Et encore une fois, qui font quoi? Qui racontent une histoire. Donc d'ailleurs, petite info, petite anecdote, ça m'a rappelé énormément la façon qu'on avait d'être booké avec le tribunal à Impact. Baron Dax et Basile Baraka, Tom Larufa. On avait eu justement un... Comment ça s'appelait? Ascension to Hell Ladder Match. Ça avait été le main event d'un show Impact, d'un TV d'Impact. Et justement, nous, notre gimmick, c'était que justement, comme on était des catcheurs old school français, avec un style old school, on refusait d'utiliser l'échelle et chaque fois, on s'en éloignait. C'était exactement la même vibe et j'ai adoré. Tout de suite, j'y repensais quand j'étais à Impact, ça m'a fait popper. Pac était super over. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce match, c'est que dès le début, on raconte une histoire et qu'est-ce qu'on fait? On place l'échelle au milieu du ring très rapidement pour placer dans l'esprit des gens qu'en fait, tu vas gagner le match en montant l'échelle et en décrochant les ceintures. Moi, c'est ce que j'aime faire dans mes matchs et dans les matchs que soit que je regarde ou auxquels je participe, c'est que dès le début, on fait comprendre l'histoire du match et on fait comprendre l'enjeu du match. Et ça, oh oui, bel esprit. Et j'ai remarqué, j'adore Christian en heel, le heel total. Christian d'ailleurs, il n'a même pas besoin de traduire le nom, ça c'est bel esprit. Ou alors peut-être chrétien, peut-être, si on va un peu loin. Donc j'ai adoré le style de chrétien. Chrétien, pas crétin. C'est le heel total, j'adore. Il essaye de fuir, il essaye d'attaquer par derrière, il se cache derrière les autres. Franchement, ultra bel esprit. C'est comme ça qu'on bosse un perso. C'est comme ça qu'on fait mousser un rôle de heel ou de babyface. Et franchement, Christian, j'avoue, j'adore. Il y en avait plein qui m'avaient dit, ouais, tu verras, il fait le meilleur job de sa carrière. Oh oui, bel esprit, maintenant je comprends. Alors par contre, il faut aussi m'expliquer, Luchasaurus, maintenant, c'est plus Kill Switch. C'est plus Luchasaurus. Pourquoi il l'appelait Kill Switch? Alors, à moins que je me sois trompé, non mais pourtant j'ai bien compris, chaque fois qu'il y avait Luchasaurus à l'action, il disait Kill Switch. Est-ce que c'est son nouveau nom? Question, dites-le moi s'il vous plaît dans les commentaires. Parce que ça, j'ai loupé un épisode parce que Luchasaurus, justement... Enfin, alors voilà, je voulais en parler l'autre fois lors de la review de Collision, mais il a une gimmick bizarre, weird gimmick bizarre, mais franchement, il a un gros physique, il a un style dominateur dans le ring. Et pour info, le mec qui fait Luchasaurus, alors j'ai oublié son nom, mais il avait été en développement à Tampa, à la FCW, pendant quelques mois. Genre 6 mois, 1 an, quand je suis arrivé en 2012. Il avait déjà les tatouages comme il a, là, les racines là, sur le bras. Mais j'ai oublié son nom. C'était... j'ai oublié, mais en tout cas, je l'avais revu en Californie, quand j'étais allé avec Beast, French Wrestling Beast, en février 2018 ou 19. Non, 2019, je crois bien. Et on l'avait vu, j'étais allé backstage lors d'un show Bar Wrestling, si je dis pas de bêtises. Et quand il m'avait vu, il me fait « Oh, Frenchie, ça va et tout ». Je crois qu'il s'était fait renvoyer de FCW parce qu'il avait eu des problèmes avec Bill DeMott. Comme beaucoup d'ailleurs. Bill DeMott que j'ai fait mousser sur un récent podcast d'ailleurs, Developmentally Speaking, et qui m'a pas répondu quand je lui ai envoyé l'extrait sur Facebook. Donc Bill DeMott, GTFU. Non, GTFY. Yeah. Faut que je sache. Anyway, donc énorme pop. Alors oui, alors ça aussi, oui. J'ai marqué énorme pop de voir Pac et Juice Robinson dans le ring ensemble, avec un gros clin d'œil. Pourquoi? Parce qu'en fait, Pac et Juice Robinson, non seulement étaient deux amis ultra proches à NXT, notamment à Tampa, mais on a passé... Pas souvent, mais on a passé quelques week-ends ensemble et franchement, c'est deux énormes gars. Ils sont vraiment super cool. Donc quand je les ai vus ensemble dans le ring en train de s'échanger des coups, je fais ouais, super les gars. Ça me fait plaisir. Alors ça aussi, dans ce match, il y a eu plein d'objets. Il y a eu des tables, il y a eu des tables, des chaises. Et justement, ça me fera toujours rire. Regardez comme c'est bizarre des fois le catch. Ça me fera toujours rire ou sourire de voir à quel point une foule de catch peut être excité à l'idée de voir ou entendre une table se casser.
C'est comme si, en fait, voir une table se casser, avec le corps d'un catcheur, bien sûr, en général, et ben c'est comme si, waouh, c'était super excitant. Alors qu'en fait, bon, j'ai envie de dire, ça n'a rien de si spécial que ça, en fait, comparé à tout ce qu'on voit d'autre dans un match de catch, notamment un match par échelle. Mais, en tout cas, une foule de catch, elle adore voir ça. Ils sont là à chanter, on veut des tables, on veut des tables. Ouais, franchement, non, bah, ça a commencé fort, ça a commencé le show avec un match qui était plein de spots. Franchement, j'ai pris des notes parce que le show faisant 4 heures, j'ai pas tout mémorisé et je l'ai regardé tout au long de la journée, notamment dans le bus. Parce que là, il est quoi? Il est minuit 10. Oh oui, on fait les reviews bien tard. Non, mais là, en plus, c'est bon, j'ai le nouvel ordi, normalement, elle va être online dans la nuit. J'espère bien. Oh oui. Mais bon, bref. Petit point négatif dans ce match, à un moment, j'ai trouvé très bizarre. Je pense qu'à vous aussi, ça vous l'a fait, les amis. J'ai trouvé très bizarre de voir à un moment, Juice Robinson, il tombe du haut d'une très grande échelle. Les Cojones first sur la 3e corde. Et même Tony Schiavone ou Taz, je sais plus, il dit dans Tony Schiavone, je crois, il dit on va pas revoir Juice Robinson du match parce que le mec tombe quand même avec les bijoux de famille sur la corde du haut d'une super grande échelle. Et bien, par contre, après, il revient 2 minutes, même pas 1 minute après, pour attaquer Christian et faire, en fait, en ayant arrêté de vendre. Alors, est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'ils ont inversé certains spots? Ou alors, est-ce que c'est lui qui a oublié de vendre? Je sais pas, mais c'était bizarre. C'était bizarre. Parce que vu la chute, je me suis dit, c'est bon, lui, il a terminé son match, on ne le revoit pas avoir 5 ou 10 minutes. Et en fait, il revient 2 minutes après, genre en mode Superman. Bizarre. Très bizarre, ça a été vraiment, j'allais dire presque le seul point négatif du match, parce que franchement, bravo à tous les catcheurs, super début de show, et franchement, en ayant vu ce match, j'aime bien la vibe des trios. Alors, bien évidemment, je ne pense pas que tous les matchs trios se font en ladder match, mais en fait, quand on a une équipe de 3, c'est une autre dynamique qu'un catch à 4 quand on n'a qu'une équipe de 2. Et franchement, je suis très curieux maintenant de voir cette division de trio, d'autant plus que, en plus, quand on a un trio, ça laisse beaucoup plus de liberté. On peut avoir un clan de 3, ou alors j'imagine 2 mecs et une meuf. Franchement, ou alors 2 meufs et un mec. C'est même encore mieux, ça d'ailleurs. S'il y a un groupe de trio de français et que c'est 2 meufs et un mec, je suis partant, les amis. Oh oui. Mais bref, ça a été ce match un gros BORDEL, mais franchement, ça passe. Et les gagnants ont été non pas le BBC, mais le BCC, le Blackpool Combat Club. Et donc, pronostic, premier match, premier pronostic où j'avais raison pour Tom Laroufa. Oh oui, bel esprit. Deuxième match qui en a surpris plus d'un, de voir direct en deuxième le match pour le titre de champion féminin AEW entre Maria May et Toni Storm. Alors mes amis, là aussi, c'était la première fois que vraiment je regardais Toni Storm en action. Je parle surtout sur un gros événement. Son entrée était absolument magnifique. En noir et blanc, avec le filtre de vieux film, franchement, elle vit son personnage. Et tout est mis en avant pour faire vivre ce personnage et lui donner une présence plus grande que nature. Et c'est pour ça, en fait, d'ailleurs, bon, je le redirai en conclusion, mais c'est pour ça que j'ai adoré ce show et que pour moi, c'était meilleur que WrestleMania parce que non seulement le catch était mis en avant, mais on a eu une tonne de personnages. On a eu des entrées de ouf tout au long du show et des matchs de ouf. Alors qu'en général, des fois, à WrestleMania, c'est plutôt surtout justement l'accent qui est mis sur les entrées. Les matchs, oui, ils se sortent un peu les doigts, mais ça reste du catch, entre guillemets, tout public. Ils prennent pas trop de risques, ou en tout cas, ils osent pas franchir certaines limites. Là, on a tout vu à All In. On a vu, franchement, quasiment que du bon. Il y a quelques trucs de négatifs, enfin en tout cas à mes yeux, je les ai retenus et je vous les partager. Mais franchement, là, l'entrée de Toni Storm, waouh, respect total. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est, encore une fois, le storytelling. Les gens qui disent, alors je vous le dis tout de suite, parce que maintenant j'observe, et j'observe beaucoup, notamment le milieu américain des fans de catch, et là oui, je vois totalement qu'en fait, la plupart des anti-AEW, c'est des trolls. C'est des mecs qui font ça, ils n'ont aucun argument, ils sont juste là, ils disent, ouais, c'est l'AEW, c'est naze, faut qu'ils ferment leur porte. Aucun argument, et ça sert à rien. Ça, c'est le genre de gars, tu les zappes direct, ils servent à que dalle. Mais, donc, ceux qui disent que, oh, on raconte pas d'histoire à la AEW, c'est que des spots. Non, là aussi, c'est un gros mensonge. Pourquoi? Simple exemple, regardez ce match. Storytelling 101. La base. Il y a tellement de haine entre Toni Storm et Maria May qu'elles commencent leur match direct avec des coups de poing dans la gueule. Elles vont pas faire, ok, on se déteste, mais viens, on va faire une prise de contact et on va faire de la lutte. Non. Quand vous détestez vraiment quelqu'un, le premier truc que vous voulez faire quand vous l'avez devant vous dans le ring, c'est lui mettre des pêches. Et là, c'est ce qu'elles ont fait. Et direct, on rentre dans le truc. Et j'ai kiffé ce genre, encore une fois, de storytelling, de raconter une histoire simplement, mais efficacement.
beaucoup d'émotions dans ce match et surtout dans un sens de violence parce que déjà le powerbomb, alors ça où j'ai eu mal, le powerbomb depuis l'apron sur l'extérieur du ring, ouh là 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 là, ça m'a fait mal de voir ça. Maria May bosse extrêmement bien la caméra, elle a franchement énormément progressé. La seule fois, je crois bien, de ma carrière où je l'ai croisée, c'était chez Dixon, Brian Dixon en 2020. J'avais fait un vlog d'ailleurs, qui est toujours dispo sur cette chaîne Tom Lorifer. Oui, je vous invite à aller le voir. Le vlog, il fait 3 heures. J'avais fait une tournée de 10 jours en Angleterre pour les 50 ans, je crois, de la ASW, la All Star Wrestling, qui était la promotion de Brian Dixon, qui était une des plus grandes promotions du monde et d'Europe, en fait, plus ancienne. Une promotion par laquelle la plupart des plus grands catcheurs mondiaux sont passés. Jushin Liger, Bryan Danielson, Doug Williams, la plupart des catcheurs américains, Gangrel, qui il a eu d'autres? Il a eu Tiger Mask, enfin surtout dans les années 80, il avait une émission télé, Brian Dixon, All Star Wrestling, si je dis pas de bêtises. J'avais fait une interview aussi de Brian Dixon, d'ailleurs une des rares qu'il a jamais accordé télé YouTube, juste avant qu'il décède. Il est décédé je crois il y a 1 ou 2 ans, paix à son âme, parce que franchement c'était un promoteur de référence dans le monde, tout le monde voulait bosser pour lui. Et je me souviens d'ailleurs, Cash Wheeler de FTR avait bossé pour Dixon et il disait qu'il avait adoré faire ça parce que les foules de Dixon et les shows de Dixon, de Brian Dixon, c'était vraiment des shows familiales ou des shows familiaux, des foules familiales où tu apprenais vraiment à bosser une foule. Et franchement, lui, il voulait que ça. Lui, Brian, il voulait que la foule fasse du bruit. Il s'en fout comment tu le fais, il veut que la foule s'amuse et que la foule fasse du bruit. C'est comme ça qu'il jugeait si un match était bon ou pas. Et c'est une façon de voir le business. Et vu que le mec faisait 7 jours de show, et ça veut pas dire 7 shows par semaine, ça veut dire des fois 7 jours de show, c'est-à-dire des fois, par certaines journées, tu avais 2 shows dans la même journée. Donc franchement, c'est pas lui qu'on va apprendre à faire le boulot, en tout cas de promoteur. Et donc, j'avais croisé Maria May lors de cette tournée, dont encore une fois il y a le vlog sur cette chaîne, si vous cherchez un peu en arrière. Et à l'époque, je me souviens qu'elle était, en tout cas, de ce qu'on m'en disait, les autres catcheurs, ouais, elle n'est pas si bonne que ça dans le ring. Et là, franchement, de ce que j'ai vu, j'ai fait, wow, la meuf, elle est devenue excellemment bonne, surtout pour un style télévisé. Elle bosse la caméra, elle fait pas de loupé, en tout cas dans ce match-là, elle est intense. Wow, sister, yo, sir. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. J'ai marqué double butterfly. Voilà, ça aussi, la preuve qu'elle a progressé. À un moment, elle prend une prise sur Toni Storm, qui est le double butterfly hook hold, comme le décrit Taz. Et franchement, c'est une prise qu'on voit quasiment pas. Une belle, parce que vous savez, en catch, ça aussi à la WWE, ils nous en parlaient beaucoup. Quand on prend une prise de soumission pendant le match, il faut varier. Il ne faut pas juste prendre le rear chin lock, le collier arrière, parce que ça, c'est ce qu'ils faisaient dans les années 80. Regardez tous les matchs des années 80, tous les mecs qui font 150 kg de muscles blindés de produits comme ils sont, hop, première prise qu'ils prennent, c'est le collier arrière, à genoux derrière le mec. Et ça, moi, quand j'étais à NXT, les mecs nous disaient, faites pas ça, Vince déteste ça. Il déteste ça parce que pour lui, t'es paresseux si tu prends cette prise. Là, et donc, il faut inventer, enfin, c'est pas inventer des prises, il faut prendre des prises différentes du collier arrière quand on est on va dire, au milieu du match. Et là, elle te prend cette prise double butterfly hook, et là, je suis, oh, bel esprit, j'ai jamais eu cette prise, ou en tout cas, je la vois très rarement, et franchement, bel esprit. Dès qu'une personne, moi, prend une prise qui sort de l'ordinaire, une prise de soumission, tout de suite, je fais, toi, tu as du potentiel. Et ben, Maria May a un potentiel de ouf. D'ailleurs, ce qui m'a aussi fait halluciner, c'est le nombre de chutes que Toni Storm a pris dans ce match. Waouh, elle a fait mousser Maria May de ouf. Alors je me disais, en général, si la meuf chute beaucoup, c'est qu'elle va gagner le match. Là, non, même pas, parce qu'en plus, Toni Storm a perdu le match. Maria May s'est mise à saigner. Elle pleure devant la caméra, littéralement. C'est énorme. C'est du storytelling et de l'émotion devant la caméra. Bel esprit. À un moment, je vous redis, pour ceux qui ont vu le pay-per-view, parce que là, c'est un pay-per-view, hein, c'est pas un PLE. Maria May, donc, elle saigne du visage. Et là, elle se rapproche pas en crawlant, mais comment c'est en français? Se vautrant? Non, à plat ventre, bon bref. Elle rampe, voilà. Elle rampe vers la caméra et là on l'entend pleurer ou enfin pleurnicher parce qu'elle saigne et pisse le sang du visage. Bel esprit, c'est ça le travail de la caméra. C'est ces petits trucs et ces petits instants que va choper la caméra qui vont faire toute la différence. Encore une fois, dans dans l'histoire que vous racontez dans votre match, mais aussi à travers le jeu des commentateurs. Bel esprit. Pour citer justement en parlant de commentateur Tony Schiavone qui dit c'est comme en parlant de Maria May, elle est comme le horror movie villain. C'est comme un méchant d'un film d'horreur.
et c'est franchement top. Franchement, les faux finishes, ça aussi pareil. Pour vous expliquer, montrer le storytelling, les tentatives de tomber, les faux finishes viennent tard dans le match. Logique parce que elles veulent juste se faire mal. Avec la rivalité qu'elles ont, elles veulent se faire souffrir, elles veulent se faire mal. Et donc, il est logique qu'on tente de gagner le match, même si le titre est en jeu, assez tard dans le match. Franchement, bel esprit, un énorme match, et c'est que le deuxième. C'était tellement un énorme match qu'elles ont eu une standing ovation, un truc de ouf. Surtout, alors j'allais dire pour des meufs, oui, parce qu'en général, on a des fois cette arrière-pensée encore un peu chauviniste, j'ai envie de dire, que les meufs catchent moins bien ou moins intensément que les mecs. Là, je suis désolé, là, elles ont, je vais pas dire elles ont volé le show, parce que tout le show, enfin, le show s'est volé tout seul, hein, avec All-In. Mais là, dès le deuxième match, on a un deuxième match de ouf. Donc franchement, ultra bel esprit. Bon, par contre, Mariamé qui gagne, j'avais pas vu ça venir. Ouais, mais peut-être ça va envoyer Toni Storm ailleurs. Peut-être regarder du côté de Mercedes Moné, ce qui pourrait être vraiment pas mal. Et donc, Mariamé devient champion féminin AEW. Bravo à toi, meuf. Et mes pronostics sont de 1 de juste et 1 de faux. 1-1. Suite à ça, le FTW World Title. F the World. Ouais. On sait là ce que F signifie dans ce cas-là. Donc, Chris Jericho contre Hook. Alors, ce qui m'a fait rêver, c'est déjà direct l'entrée de Jericho. Combien de catcheurs dans l'histoire du catch peuvent dire qu'avec 30 ans de carrière, d'innombrables titres de champion intercontinental, champion du monde, champion par équipe, etc., peuvent aller même jusqu'à chanter leur propre thème d'entrée avant de catcher un match, alors que le mec, il a plus de 50 ans. Franchement, si avec ça, encore une fois, vous ne considérez pas Chris Jericho probablement comme une des plus grandes légendes du business, et je pense très sérieusement sur le Mount Rushmore du catch. Alors maintenant, le Mount Rushmore du catch, il faut 10 visages. Mais si vous y mettez pas Chris Jericho, pareil, vous ne comprenez pas c'est quoi le catch. Parce que Chris Jericho, le mec, j'ai envie de dire, il a tout fait, il a tout vu. Franchement, il a traversé l'époque de WCW, il a survécu à l'époque de WCW, il a été une méga star à la WWE, il a aidé à lancer la AEW, et le mec il catch toujours, et waouh, et très bon match. D'ailleurs, bon, je savais pas que FTW Rules, ça veut dire que anything goes, c'est donc grosso modo, c'est match hardcore avec intervention autorisée. Au début, je trouvais que la foule semblait un peu froide pour Hook, parce que peut-être qu'en Angleterre, il n'est pas encore assez familier avec la foule, et donc elle était un peu mitigée à son égard, mais franchement, le mec fait des souplesses magnifiques. Alors, seul truc, voilà, comme je dis, par contre, il n'a pas le physique au final pour faire des souplesses. Hook, déjà, ça veut dire crochet, et il a un physique de boxeur, il a un physique de cogneur, il n'a pas un physique de mec qui fait des souplesses, surtout un mec comme Jericho qui fait peut-être 2 fois son poids, bof, mais par contre, ses souplesses sont magnifiques. Voilà, moi c'est mon opinion, un mec qui a son physique et un mec avec son poids, je le vois pas balancer des mecs, surtout des légendes comme Jericho, qui en plus lui prend toutes les souplesses, donc je dis franchement Jericho, bel esprit de faire mousser le petit Hook comme ça, gros match hardcore, franchement le match s'est enfilé, c'est enchaîné bien, il y avait bien évidemment les heels qui se mettaient à 3 sur le babyface, mais superbe victoire de Hook grâce à Taz, et ça c'est superbe, logique, et gros moment d'émotion quand Taz a pris son fils dans les bras. C'est logique, Taz il commande tout le match, et même lui il dit bon allez stop, là je peux plus rester, je veux rester professionnel, je veux rester à ma place de commentateur, mais là je peux pas laisser passer ça, il faut que j'aille m'en mêler. Quand il voit son fils se faire défoncer par 3 gars, c'est logique, il veut, enfin c'est magnifique, storytelling, franchement j'ai kiffé. Je vous redis, c'est pas, maintenant je dis pas ça pour défendre la AEW, mais bon, vous savez, on m'a tellement vendu le truc en disant ouais tu verras c'est que des spots, c'est de la MERDE. Non, là je suis désolé, je vois des histoires tout aussi fortes, voire certaines meilleures que ce que j'ai vu à WrestleMania pour certains matchs. Donc on m'a menti quelque part, et on m'a menti en me disant que la AEW j'aimerais pas. J'adore, jusqu'à présent franchement j'adore. Bon, il y a encore une fois, on va arriver à certains passages où certains styles de catch j'ai moins accroché, mais encore une fois ça va être justifié et expliqué, surtout que franchement j'ai de plus en plus de compliments sur toute la chaîne et les reviews, et franchement ça me fait super plaisir parce que c'est le but. Le but c'est de partager mon avis et ma vision du business, mais surtout appliqué au business actuel, mais surtout de vous aider à, je le redirai toujours, à comprendre comment un pro, comment un vétéran des rings, en tout cas français, chose qui est franchement aujourd'hui quand même rare, surtout un vétéran des rings qui a accès à la technologie internet et qui la met en avant. Parce que moi je connais plein de vétérans des rings, mais les mecs ils savent limite même pas se servir d'un ordi. Donc le truc c'est moi, j'allais dire, je lis les deux mondes, et en liant les deux mondes, je vous explique comment aux yeux d'un vétéran, le business est censé fonctionner. Et là franchement ce match là, bon même si c'était un match hardcore, pas grave, bel esprit, les émotions étaient là, et franchement j'ai adoré ce match.
Pronostic 2-1, 2 raisons, un tort. Ça va, je me maintiens. Suite à ça, AEW Tag Team Championship entre FTR contre les Young Bucks, qui sont les champions, et contre The Acclaim. Alors, j'ai trouvé bizarre de faire rentrer les champions en deuxième, et pas en dernier. Par contre, après, quand j'ai vu l'ambiance et le rap de l'entrée des Acclaim, je comprends, ça va, hein, ça va. Je comprends que vu que les Acclaim, avec leur rap et leur entrée, prennent plus de temps, et surtout ont une grosse ovation, et surtout que la promo, enfin le rap promo n'est pas du tout PJ, hein, bel esprit quand même, mais... Ouais, les champions qui rentrent en deuxième, j'ai un peu plus accepté, on va dire, même si ça me reste à mes yeux toujours bizarre. Le champion doit rentrer en dernier normalement. Alors, les matchs à 3 comme ça, surtout en équipe, c'est toujours dur à structurer parce qu'en fait, il n'y en a que 2 dans le ring et ils doivent rentrer l'un et l'autre. C'est dur à structurer, mais en attendant, bel esprit. Oh oui, la structure a été top. Le timing, les spots, tout, enfin, dans ce match, tout pour moi a marché. Et franchement, bon, les mention spéciale pour les Young Bucks. Franchement, ils sont excellents. Dans leur vente, dans leur chute et dans leur prise, les mecs, ils montrent qu'ils ont le total package. Alors, ils n'ont peut-être pas des physiques de ouf. Ils sont in shape, attention, ils sont en bonne forme physique, toujours mieux que JG. Mais les mecs, ils ont une vente de ouf, ils sont divertissants, ils bossent la caméra, ils prennent leur temps, ils ont le timing. Bel esprit. Franchement, les Young Bucks, bel esprit à vous. Vous méritez le succès que vous avez. Même si, pareil, des fois, vous avez des égos. Ben ouais, mais bon, si t'as pas d'ego en catch, alors bien évidemment, ça veut pas dire qu'il faut le mettre en avant dans les vestiaires. Il faut le mettre en avant dans le ring, devant les caméras, ton ego. Mais écoute, quand t'as du talent, j'allais dire, dans un sens, entre guillemets, tu peux te permettre de te la jouer. Dans tous les cas, alors, ce petit truc par contre dans ce match, j'ai du mal dans ce match. C'est un exemple parfait de quand un championnat est en jeu et qu'il y a beaucoup en jeu, faut pas perdre du temps avec les catchphrases. À un moment, les Acclaim, ils font toute une pause, ils oublient qu'ils sont dans un match de championnat à all-in devant tant de dizaines de milliers de personnes et ils font leur truc de Caesar Me Daddy et tout ça. Non, pour moi, tu es dans un match de championnat, gagner doit être ta priorité absolue et pas placer tes catchphrases. D'ailleurs, pour info, vous savez, il y a un match, pour moi, un des matchs les plus intenses de ma carrière, ça avait été le championnat de France WS contre David Michel en octobre 2011 à Brionne en Normandie. Et ce match-là, d'ailleurs, il est accessible, il est sur YouTube. Je pense même, d'ailleurs, un jour, j'en ferai une review parce que, waouh, les amis, c'était un match de ouf. C'était genre 20-25 minutes de non-stop. Alors, vous voulez voir des spots, vous voulez voir des trucs sans queue ni tête. Alors, il y avait quand même une histoire qu'on racontait, mais franchement, ce match-là, on avait à l'époque, David et moi, on bossait ensemble toutes les semaines en prévision de ce match. On avait une condition physique de ouf. Yo, c'était 25 minutes de cardio. Et d'ailleurs, tellement de cardio que les cordes étaient trempées, j'ai failli mourir 2 fois dans ce match. Je pense que je ferai une review de ce match. Dans tous les cas, dans ce match, ma mentalité, c'était ok, j'étais déjà le Spartiate à l'époque. Mais comme le championnat de France est en jeu, d'ailleurs, il y avait tous différents qui nous filmaient ce soir-là avec ma copine de l'époque. Et elle est disponible sur YouTube, la vidéo. Mettez tous différents, l'amour plus fort que tout, et vous verrez Tom LaRuffa en 2011, avec sa copine de l'époque, à tous différents. C'était énorme, j'avais fait le zapping 2 fois avec ce tous différents. Tout ça pour dire, donc dans ce match de championnat, pour moi, Tom LaRuffa, le Spartiate, ok, mais le Spartiate il est de côté, là, ma priorité c'est gagner. Et ben je vous promets déjà à l'époque, j'étais même pas encore à la WWE, je comprenais le storytelling et je m'étais dit, de tout le match, j'ai pas dit un seul AOU. J'étais tellement concentré sur mon match, avec en plus mon slip avec marqué France derrière et tout, parce que c'était pour le championnat de France. Voilà, j'étais tellement concentré sur gagner le titre que j'ai pas dit un seul AOU du match. Et le seul AOU que je dis, c'est juste à la fin, et juste après, je perds. Vous comprenez le storytelling? Oh oui, Tom LaRuffa, il a le 4 dans le sang. Tout ça pour dire, donc structure du match était top, ça je l'ai déjà dit, et les Young Bucks conservent, et franchement je ne l'ai pas vu venir, mais quand j'ai vu le match, c'est totalement mérité, et en plus chaque team a brillé, elles ont tous eu leur moment, même si des fois c'était un peu too much avec les catchphrases, c'est un match de championnat, mais bon, allez, c'est pas grave, c'est le show de l'année, il y a une foule de ouf, on pardonne. Les Grizzled Young Veterans, enfin l'équipe des 2 Anglais, j'ai pas retenu leur nom, qui arrivent, ils étaient à NXT avant, arrivent et défilent à Boc et attaquent FTR. Franchement, ça pareil, je l'avais pas vu venir. Grosse ovation, bah c'est normal, c'est en Angleterre, pour cette équipe. Ça va pas relancer, mais ça va donner, je pense, encore d'autres bons matchs en équipe. Bel esprit, division par équipe, AEW se porte à merveille. Oh oui, comme toutes les autres divisions, bel esprit. Et je redis, tant mieux qu'on ait ça. Tant mieux qu'il y ait la AEW aujourd'hui dans le monde parce que tous ces catcheurs, et ça je le redirai après, notamment pour Ricochet qui a débuté dans le match juste après, mais
Or, s'il n'y avait pas la AEW, tous ces catcheurs qu'on a vus en action ce soir, et qui étaient tous, la plupart, tous vraiment, excellents, eh ben, ils auraient nulle part où bosser. Parce que, la preuve, regardez, dans le match suivant, on va y arriver, le Casino Gauntlet match, mais Ricochet débute. Ricochet, il est là parce qu'à la WWE, ils n'en faisaient plus rien. Donc imaginez s'il n'y avait pas la AEW, qu'est-ce qu'il aurait fait Ricochet? Il serait à la New Japan, mais la New Japan aurait été blindée déjà de talent. Vous comprenez pourquoi c'est important d'avoir la AEW? Et moi, je dis merci la AEW, merci Tony Khan, merci la WWE, merci Triple H, merci... j'oublie toujours son prénom, Khan. Nick Khan, voilà c'est ça. Merci Nick Khan et merci TKO d'avoir entretenu la WWE et de faire au final, de rendre le business tel qu'il est aujourd'hui. Oh oui, oh oui. Donc par rapport au titre par équipe, mes pronostics sont 2 partout, 2 justes, 2 faux. Yo, il y a eu 9 matchs, hein. Un truc de ouf, 9 matchs. D'ailleurs, j'en ai loupé un, non? Il n'y a pas eu, il ne devait pas y avoir un match avec Chris Statlander, où je l'ai loupé, ou c'était au pre-show. Enfin bref, peu importe, de toute façon ce match ne m'intéressait pas vraiment. Casino Gauntlet match. Alors, là j'ai pas noté tous les cas. Tous les gars, j'ai juste mis quelques commentaires sur le match. Par contre, franchement, bon, je le redirai dans la conclusion du truc, mais j'ai aimé, je connaissais pas les règles du Casino Gauntlet match. Donc je les ai découvertes au fur et à mesure que le match commence. L'entrée de Cassidy, franchement, bel esprit. J'ai vraiment kiffé. Ils savent ce qu'ils font à la AEW. Pareil, ceux qui disent c'est pas spectaculaire, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de personnage, franchement, non, vous regardez pas le produit ou alors vous n'êtes pas honnête, vous êtes des petits menteurs. C'est pas bien de mentir. C'est pas bien de mentir, on le paye toujours un jour ou l'autre. Et franchement, un déglingue, c'est lui maintenant. Franchement, je les kiffe. 3 balles sur AliExpress. Et je les ai pris juste pour les vidéos. Juste pour voir, je vais aller, vas-y, je m'en prends 3 ou 4 paires. Juste pour voir. Bon, après, le problème, c'est qu'ils ne tiennent pas trop. Ils me font mal au nez, là. C'est relou. Il faudrait que je mette de la mousse ou quelque chose. Mais bon, c'est pas grave. Les lunettes, ça les bloque un peu. C'est vrai, celles-là, au moins, elles sont droites. Les autres, elles avaient les branches tordues. Donc franchement, oui, ils savent ce qu'ils font à la AEW. Celle d'Okada aussi, qui rentre en deuxième, magnifique. Magnifique. Bon, après, j'imagine, c'est pareil à la New Japan. Mais là, franchement, c'était, ouais, la plupart des entrées, c'était des entrées de WrestleMania. Bel esprit. D'ailleurs, on compare à WrestleMania, mais bon, franchement, je vous redis, moi, All In, ça m'a plus accroché que WrestleMania cette année. Ça ne veut pas dire qu'à WrestleMania, il n'y avait que des mauvais matchs. Pas du tout. Il y a des matchs qui étaient exceptionnels. Le main event de WrestleMania, les 2 main events des 2 nuits, ils étaient top. Mais il y avait aussi beaucoup de matchs dont je me souviens même plus. Là, je me souviens quasiment de tous les matchs parce que tous les matchs avaient une vibe spécifique. D'ailleurs, apparemment, j'ai parlé à notamment Ali de Catch Club qui était sur place. Il m'a dit, dans la foule, le Casino Gauntlet match, c'est celui la foule était le plus excitée. D'ailleurs, en parlant de ça, Ali m'a donné d'autres infos sur ce show qu'on dira en conclusion parce que tout n'a pas été très bien pour AEW. En tout cas, pas par rapport à dans le ring. Dans le ring, il y a eu énormément, quasiment que du bon. Quasiment, mais pas que du bon. Mais en dehors du ring, il y a eu pas mal de problèmes de production. Et ça, on en parlera en conclusion. Ali m'a dit, je pouvais le mentionner dans cette review. Tout ça pour dire, Casino Gauntlet match, yo. De belles surprises. Et quand j'ai vu Nigel McGuinness de retour, waouh, bel esprit. Moi, ce mec-là, bon, je n'étais pas un fan de lui en grandissant, mais j'ai grandi à une époque où il dominait la ROH avec Brian Nelson, Samoa Joe et tous ces mecs-là. Et Nigel McGuinness, quand il y a eu son nom sur le titre Titan Throne et le mec arrive avec un bon physique, bel esprit total, amigo, bel esprit. Pareil, en parlant de physique, Zack Sabre Jr. a enfin un physique, bel esprit. Les dieux du catch ont enfin écouté la prière de beaucoup de gens, notamment moi. Parce qu'un mec qui mousse comme ça à l'international, yo, quand tu ressembles à une planche à pain, frérot, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu me le dis sincèrement, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une insulte au business. Parce qu'une planche à pain, moi, je lui fais comme ça, il s'envole. Donc, s'il te plaît, va à la muscu. Et il l'a fait. Franchement, maintenant, bon, il n'a pas un super physique, mais en tout cas, il a un physique toujours meilleur que celui d'une certaine sorte de WWE. Non, je fais une fixation là-dessus. Mais bon, bref, sur lui. Mais c'est vrai, on va l'oublier parce que franchement, ce show était tellement gigantesque. Adam Page, booké comme un tueur, ça aussi. Alors, j'allais dire j'ai kiffé, oui, parce qu'il a vraiment un regard de ouf. Il me rappelle un peu Jake the Snake. D'ailleurs, il a des airs de Jake the Snake, Adam Page. Mais ce qui m'a fait délirer, c'est que les temps d'entrée sont imprévisibles. Pour citer les commentateurs, oui, les temps d'entrée sont imprévisibles. Donc ça a lancé énorme. Ça, pour le booking, c'est super pratique. Hein. Tu balances l'entrée du mec quand c'est le moment. Bel esprit. C'est pas comme au Rumble où c'est chronométré et c'est vraiment limité. Il faut vraiment respecter les temps. Ça, j'en parlerai peut-être un jour de comment un Rumble est booké. On en avait fait un ou deux à NXT Télé. C'est très compliqué. Non, j'en avais fait un à NXT, ça oui, je m'en souviens. Et un ou deux à Impact. Et j'avoue, c'est tendu, hein, les Rumble, faut pas croire, c'est difficile. Mais là, vu que les entrées peuvent avoir lieu n'importe quand, ben, l'esprit, t'as pas à te prendre la tête. Ils sont pas bêtes à la AEW, j'ai beaucoup kiffé.
Ricochet qui débute, gros début, grosse ovation, même si tout le monde s'y attendait. Mais là, là aussi encore, bon, je respecte énormément Ricochet pour tout ce qu'il fait physiquement, mais si vous regardez son entrée, il n'y a aucune émotion sur son visage. Et pourtant, le gars, on sent qu'il essaye, mais il n'y a rien, il n'y a rien. Et c'est ça que, quand j'explique, vous savez, c'est ça quand je dis, soit vous l'avez pas. Et vous savez, ce charisme, cette personnalité inhérente à qui vous êtes. Et je vous redis, moi je voyais Ricochet qui faisait son entrée, c'était genre, on voyait, il était excité, mais ses yeux ne transmettaient rien. Rien. Je vous annonce, dans mes reviews, de toute façon vous le savez, si vous êtes un minimum honnête, dans mes reviews, dans une seule review, je transmets plus de personnalité, dans une seule review d'une heure, je transmets plus de personnalité que Ricochet de toute sa carrière. Je parle, encore une fois, juste sur son visage, je parle pas des prises de gym qu'il fait, des saltos arrière et tout, ça, même moi je suis capable de le faire. Mais en attendant, c'est ça le truc, c'est le mec il se repose uniquement sur ça. Et le problème, encore une fois, avec les gars comme ça, c'est que demain, s'il y a un gars qui a un meilleur physique que toi et qui fait des meilleurs saltos arrière que toi, tu perds ton boulot, tu deviens irrelevant, tu deviens alors pertinent, non pertinent, bah, tu deviens inutile à la compagnie, parce que l'autre va se faire signer, toi tu vas plus rien avoir de spécial. Et c'est ça qu'il faut penser quand vous vous lancez dans ce genre de catch et que vous dites, c'est pas que vous dites, mais que vous avez un catch qui brille uniquement par les prises que vous faites. D'ailleurs, on va en parler avec Will Ospreay. Ça aussi dans le match, ça aussi c'est très important. J'ai très étudié le match MJF Will Ospreay qui était énorme, mais vous allez voir mes remarques, ça va peut-être pas plaire à certains. Mais parce que de toute façon, le pire, c'est parce qu'elles sont vraies, vous verrez. Ça pour dire, Ricochet, bon quand même gros début, mais voilà, aucune émotion sur son visage. Et là, alors ça aussi j'en ai discuté avec Ali tout à l'heure dans le bus, enfin on n'était pas ensemble, mais on parlait sur Messenger. Je vous annonce les gars. Et ça, pareil, j'allais dire, il faut avoir de l'expérience pour s'en rendre compte. En tout cas, ce soir-là, à All In, mais je pense tout le public de la AEW a un public de fans de catch. Point barre. Pourquoi? Déjà, quand ils ont explosé, quand ils ont vu Nigel McGuinness arriver, ça prouve que les mecs connaissent l'histoire du catch et connaissent qui est Nigel McGuinness et regardez la ROH il y a 20 ans. Pour faire simple. 20 ans, non, peut-être pas 20 ans, oui, 15 ans, voilà. Pareil, quand Nigel McGuinness, son finish, c'était le Tower of London. C'est quand il met le mec sur la troisième corde, il le tire jusqu'au milieu du ring et il fait pas stunner, mais un RKO, neckbreaker. Cette prise-là, ils l'ont pas vue depuis 10 ou 15 ans. Et bien, quand il l'attise et qu'il l'applique dans le gauntlet match, la foule explose. Les amis, si ça signifie pas que le public, en tout cas de All In cette année, était que des fans de catch, bah c'est que vous avez rien compris. Et c'est ça aussi la différence entre WWE et AEW, c'est que la WWE a un public qui est composé de fans de catch, mais seulement aller au tiers, voire la moitié dans certaines villes. Mais en général, c'est un tiers de la foule WWE et fans de catch. Les deux autres tiers, c'est des familles, c'est des gens qui vont voir un spectacle de catch, mais ils connaissent rien au produit, ou alors très très peu. Ils savent, ouais, John Cena, Roman Reigns, mais c'est tout, ça s'arrête là. Ou The Rock, ou Hulk Hogan, ça s'arrête là. Et là, je me rends compte, avec AEW, quasiment tout le public est fan de catch. Quand je vois les explosions et les réactions de la foule pour des trucs que seuls des fans de catch vont connaître, maintenant je commence à capter la différence. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais au tout début de la vidéo. La WWE fait un catch de spectacle, et la AEW fait des spectacles de catch. C'est le catch qui est mis en avant pour les fans de catch. Et si vous êtes fan de catch, regardez la AEW. Si vous l'êtes fan de catch, regardez bien sûr aussi la WWE. Mais franchement, pour l'instant, je préfère le produit AEW. Il est beaucoup plus varié. Chaque match avait une vibe différente. Et surtout, les oppositions de contraste, enfin les oppositions de contraste, les oppositions de style et les différences de contraste dans le style de catch de tous les catcheurs sous contrat AEW ou qui se produit sur les shows AEW, je kiffe. Je kiffe. En tant que catcheur. Alors peut-être en tant que fan, c'est différent. Mais là, je vous donne l'avis d'un catcheur, d'un mec qui fait ça depuis 20 ans. Oh oui, oh oui. La dynamique du match, du gauntlet match est franchement pas mal. Parce qu'en fait, c'est dans la même vibe qu'un Rumble. Mais ce qui est bien, c'est que la victoire peut sortir de nulle part. Là où un Rumble, en fait, ça se termine forcément 1 contre 1. Donc, ça diminue le suspense et ça arrive juste à 1 contre 1 à la fin. Là, le gauntlet match, ça peut arriver à tout moment. Et franchement, j'ai vraiment kiffé ce match. J'ai vraiment kiffé ce match parce que c'est une vibe, encore une fois, aussi excitante que le Rumble, parce que le gagnant gagne une chance pour le titre, mais on est attentif à tout le truc. Et c'est moins limitant que juste jeter le bec par-dessus les cordes, parce qu'au final, on peut gagner par la tombée, on peut gagner avec une soumission. Donc ça force à être tout le temps attentif à ce qui se passe, et franchement, bel esprit. Victoire de Christian. Je ne l'ai pas vu venir, bon après je ne savais pas la liste des participants. Donc ça fait qu'en attendant, j'ai fait une erreur, donc mes pronostics sont 2-3. Alors s'ensuit... alors pour moi, non, je ne vais pas dire que c'était le match de la soirée. Parce que certains vont dire oui, le match de la soirée c'était MJF contre Will Ospreay pour le titre international USA. Alors déjà, il faut me dire,
les amis, s'il vous plaît, expliquez-moi c'est quoi la différence entre un titre international et un titre de champion du monde. Alors après, on peut dire la même chose du titre intercontinental à la WWE, quelle est la différence entre intercontinental et mondial, mais ça m'a semblé bizarre ce nom. Titre champion international, c'est à leur tête, c'est parce que, voilà, j'allais dire, il est réservé à d'autres gens qui ne sont pas américains, mais bon, au final, c'est pareil pour le titre à la WWE. Je pense pas qu'il faut être américain pour être champion à la WWE. Je pense pas. Donc bon. Alors, ce match-là, j'ai noté pas mal de trucs. Bon, déjà, la pub pour Assassin's Creed, c'est énorme. Hein. Moi aussi, j'adore Will Ospreay. Si on a un truc en commun, au moins un, c'est qu'on est tous les deux fans de la série Assassin's Creed. Même si le dernier, apparemment, les fans se plaignent beaucoup parce que c'est un peu trop woke et que même le Japon, apparemment, à la limite, je crois. Et alors, le Japon a pas porté plainte, le gouvernement du Japon, hein, mais il a ouvert une sorte d'enquête où apparemment, il respecte pas totalement l'histoire de ce samouraï qui est mis en avant dans le prochain Assassin's Creed. J'ai pas trop suivi, mais j'ai vu une vidéo l'autre fois qui disait qu'il y a énormément de backlash pour le prochain Assassin's Creed. Bref, tout ça pour dire, attends, c'est une grosse série. En tout cas, jusqu'à présent, je sais pas, on verra ce que le prochain donne. Et là, quand j'ai vu la pub associée à l'entrée de Will Ospreay, l'esprit, il faut pas oublier qu'il a un tatouage de Assassin's Creed que j'ai failli un jour me faire d'ailleurs aussi. Et il faudrait que je fasse une vidéo sur tous mes tatouages un jour. On verra. Peut-être je le ferai pour expliquer tous les tatouages. Parce que bon, moi j'ai pas fait Assassin's Creed, mais ce tribal sur l'épaule est en partie inspiré par celui de Kratos. Oh oui, oh oui. Alors, grosse entrée. Les entrées sont énormes. C'est aussi bien celle d'Ospreay, bien sûr, avec Assassin's Creed, mais celle avec MJF, avec le drapeau américain géant, la tenue à la Apollo Creed. Yo. C'est du spectacle, c'est énorme. Alors il y en a, ils vont dire oui, c'est des entrées à la WrestleMania ou à la WWE. Non, c'est le catch, c'est le show qui est comme ça. C'est un show, c'est censé être un truc divertissant. Et après, suit un match de ouf. Mais on va voir ça en détail. Déjà, grosse mention pour le physique de MJF. Et franchement, MJF, alors là, je vous annonce direct, pour moi, il m'a conquis. Il m'a conquis, pourquoi? Parce qu'il a un physique de ouf, il a une gueule, il a un style de catch qui allie catch old school avec plein de trucs old school comme les fourchettes dans les yeux, en toute franchise. Dans ce match, et comme l'autre fois ça m'est arrivé avec sa promo, une ou deux fois, il a fait des trucs où je me dis il va faire ça et il le fait juste derrière. Et là franchement quand je vois ça, c'est ce qu'on appelle une sorte d'alchimie, je comprends son style de catch. Et par contre, le mec, c'est un athlète de ouf. Hein. Il a fait des prises de fou, lui aussi. Il a des prises et des prouesses athlétiques. Mais il base pas son catch sur ça. Et c'est ça, en fait, le truc. Voilà. En fait, Will Ospreay fait beaucoup trop. Il fait too much. Toutes ses prises, c'est des trucs de ouf. Alors, mes amis, petite blague avec ceux qui étaient au stage Brawl Spirit la semaine dernière. Alors, Will Ospreay, c'est surtout pas un STO, c'est-à-dire salade tomate oignon, la base. Non, lui, c'est plutôt BBP, c'est-à-dire pâte, burger, pizza. Souvenez-vous de mon allégorie du repas de catch et du show de catch. Will Ospreay, c'est prise de ouf, surprise 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 de ouf, tout le long du match. Et je dis bien tout le long du match. Alors, attention, MJF aussi a fait des jolis trucs, mais lui, ça rentre dans l'histoire qu'il fait, comme énorme. Le passage où il fait « Tout le monde peut faire des saltos, espèce de grosse S-A-L-O-P-E ». Et là, il te fait un Asai Moonsault à l'extérieur du ring. Mec, respect total. Moi, de ma carrière, j'ai jamais fait d'Asai Moonsault. Des moonsaults à la troisième corde, oui, j'en ai fait. D'autres où j'atterris sur les pieds, ça aussi, je l'ai fait. Mais des springboards backward moonsault à l'extérieur du ring. Bon, après, oui, avec de l'entraînement, bien évidemment, on peut arriver à tout faire, mais j'ai jamais pris le risque de faire ça, parce que je me dis, il suffit que le pied glisse, ou que tu te rattrapes mal, ou que l'extérieur, pareil, il n'y a pas assez de place, tu peux te faire très très mal. En attendant, MJF, avec tout son charisme, son physique et ses capacités au micro, est aussi capable de faire ça. Mec, respect total, et j'ai presque envie de dire, alors, c'est très lourd ce que je vais dire. Mais alors, si ce n'est le meilleur, il est largement un des meilleurs catcheurs au monde actuellement. Parce qu'il a la personnalité, le physique, l'athléticité, le charisme, le travail dans le ring. Et franchement, bel esprit, bel esprit. Alors, il y a eu un passage, il y a eu plusieurs passages, je vous dis, dans le ring. En fait, le truc de Ospreay, déjà, primo, il faut comprendre une chose. Le problème, c'est que chaque fois que Will Ospreay fait une prise de ouf, même si Will Ospreay gagne le match, d'accord. Mais le problème, c'est qu'il a fait énormément de prises de ouf sur MJF. Chaque fois, c'est des rivers, salto, stunner, truc boom sur la nuque et tout. Et le truc, c'est en faisant chaque fois des prises de ouf, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que MJF va se dégager à chaque fois. Donc, en fait, Will Ospreay à faire que des prises de ouf à chaque spot, et bien en fait, plutôt que de se faire briller lui, il fait briller MJF dans l'histoire du match. Parce que je vous explique. Le problème, c'est que beaucoup de catcheurs raisonnent comme ça. Ouais, si je fais des prises de ouf, je vais mousser aux yeux des fans.
Oui, mais tu vas mousser qu'aux yeux des fans de catch qui se croient intelligents parce qu'ils croient savoir comment ça marche le business. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche le business. Là, en fait, tout ce que tu es en train de montrer, c'est que tes prises servent à rien. Parce que même avec des prises de ouf, tu n'es pas capable de battre le mec ou alors tu le bats uniquement avec 40 prises. Et ça prouve que ton offense est pourrie. C'est comme les cartes, vous savez, les cartes dans les jeux vidéo où ton power, c'est que 37 au lieu de 88. Parce que, encore une fois, quand tu fais que des prises de ouf et que le mec se dégage à chaque fois, tout ce que ça dit, c'est que tes prises servent à rien. Alors oui, les fans, ils vont être là, ils vont s'astiquer en disant « Oh mon Dieu, quel trop bon, putain, on l'a vu, oh, quel match de ouf et tout ». Mais dans l'histoire du match que tu racontes, c'est complètement pourri. Et moi, je bosse pour l'histoire du match qu'on raconte, pas sur le nombre de prouesses athlétiques qu'on fait. Parce que si tu es juste là pour les prouesses athlétiques, frérot, va faire de la gym. Va faire de la gym avec tes potes sur ton trampoline, mais viens pas faire du catch devant 70 000 personnes. Alors oui, certains vont dire « Oui, mais les fans étaient contents, comment tu permets de ça ?» Oui, mais le problème, c'est que c'est ça en fait. C'est que ça reste des fans de catch. Montrer ça à un public général, le mec, il va rien comprendre. Montrer ça à un père de famille, il va rien comprendre. Alors oui, ça va à l'encontre du fait que j'ai dit plutôt que AEW, c'était le public, c'était que des fans de catch. Non, c'est pas ça. C'est que je vous dis tout de suite, si demain Tony Khan, alors moi qu'il soit vraiment suicidaire, j'ai envie de dire, financièrement, mais si demain on dit à Tony Khan, ouais, ça te dirait de toucher tous les pères de famille et toutes les pères et les mères de famille, peu importe, mais tous les gens aux États-Unis, il va dire oui, pour faire de l'argent, c'est logique, c'est un business. Mais là, en fait, avec du catch comme ça, bon, bien évidemment, c'était juste ce match. Mais en fait, je fais une fixette dessus parce que c'est très dommage. Parce que j'attendais beaucoup de ce match, il y a eu énormément. Attention, le match était énorme, hein, respect total aux deux. Mais j'ai bien vu maintenant la différence. Et j'ai bien vu surtout la différence entre, par exemple, ce match-là, MJF et Will Ospreay, et le main event, Daniel Bryan, Swerve Strickland. Il y a... C'est ça, c'est... Bon, enfin bref, je pense que c'est une histoire d'opinion déjà, primo. Mais moi, personnellement, j'accrocherai jamais à ce genre de catch. En tout cas, le catch du côté de Will Ospreay. Parce que ça devient un concours de qui peut faire le plus de trucs fous dans un match. Et justement, suite à ça, le match d'après, justement, a vachement pris parce que la foule était tellement KO après ce match que c'est comme je vous dis, c'est comme le truc du repas. Là, ce match-là, c'était une pizza avec des pâtes dessus et un burger sur les pâtes. Alors oui, ok, quand tu as vu ça, c'est bon, allez, t'as plus faim. Mais le problème, c'est que derrière, il y a plein d'autres matchs. Donc bon, ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous comprenez ce que je dis. Parce que là, en fait, j'allais dire, je vais vite parce qu'il reste encore pas mal de matchs. On en est à 3/4 d'heure, presque 50 minutes. Mais dites-moi si dans les commentaires, vous comprenez mon point de vue et si vous êtes d'accord ou pas. Parce que ça m'intéresse sincèrement. Encore une fois, les commentaires, bel esprit, ça se passe super bien, que ça continue. Et dans le respect et dans l'échange, vous voyez, maintenant, je réponds de plus en plus à des gens. Mais dites-moi si vous comprenez la vibe de ce que je suis en train de dire au sujet du style de catch d'Ospreay, en tout cas dans ce match. Alors peut-être qu'il s'est sorti les doigts pour ce show, mais d'ailleurs en plus, il m'a même fait peur parce que le mec, combien de fois ils sont tombés sur la nuque? À un moment où Will Ospreay se tient tout le match en se la nuque. Alors frérot, ok d'accord, tu m'as worké, bel esprit, mais j'espère sincèrement que ta nuque va bien parce qu'il y a certaines chutes, je sais pas comment c'est possible de pas s'exploser ou en tout cas ne pas avoir des douleurs au cou sur de telles chutes. Bon, croyez-moi, je catch, hein. Des fois on se fait mal au cou sur les trucs basiques. Alors là, les mecs ils tombent sur la nuque, peut-être la première, pile driver, DDT, ils en prennent 5 ou 6. Chaud les gars, chaud. Le spot, enfin, j'ai même pas dit la moitié de mes notes. Le spot avec le caméraman qui se prend le coup, c'est énorme. Le low blow, ça je l'avais vu venir. Donc il y a eu un dernier truc, c'était quoi? Oui, à un moment, voilà, c'est ça. C'est Ospreay, il vient de se prendre le crossroad direct sur la nuque. Et juste derrière, il se relève comme s'il avait rien pour faire un autre spot. Voilà, ça c'est le genre de truc que je déconnecte. Et c'est dommage parce que le crossroad, il l'a pris vraiment comme l'extra la dernière fois à la WWE qu'il avait pris là, en plantant sur la tête. Et en fait, juste après, derrière, il arrête de vendre et il se relève pour faire un autre spot. Ça, désolé, enfin, c'est pas que je déconnecte, mais c'est des petites tâches qui auraient pu ne pas être faites en enlevant le spot d'après ou en prenant un peu plus de temps. Et le match aurait été, à mes yeux en tout cas, beaucoup moins spotfest-like. Mais bon, en attendant, quand même, respect total. What a FN match. Fucking match. Bravo, comme je dis, j'espère que la nuque ou le trapèze d'Ospreay va bien. Respect, bon là j'ai eu faux sur les pronostics parce que c'est Ospreay qui gagne, j'avais vu MJF conserver, mais au final c'est vrai que c'est logique de faire gagner Ospreay en Angleterre et surtout que ça permet à MJF d'enchaîner sur autre chose et franchement jusqu'à présent ça a été que des gros matchs. Même si je vous redis ce match, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, c'est pas que j'ai moins accroché, mais ça a été celui où tout simplement j'ai eu le plus de choses à dire, à redire, mais même ça c'est pas catastrophique parce qu'au final le match était quand même gigantesque. Mais c'est ça en fait le truc, c'est ils en ont tout fait. C'est quand même le show de l'année, mais c'est toujours tendu en fait comme débat et ça je pense que ça restera une question de goût en fait au final parce que
je connais des gens dans le business qui disent que ce genre de match, c'est top et il en faut. Donc bon, question de goût, j'imagine, ou de formation, ou de mentalité, je sais pas. Mais franchement, je suis très curieux d'avoir votre avis dans les commentaires sur le match MJF-Ospreay. Parce que je sais que la plupart, vous allez dire, oui, c'est le match de la soirée. Oui, mais pourquoi? Parce que vous avez eu plein de prises de ouf, mais c'est pas ça qu'ils font en fait. Enfin, moi, c'est pas ça que je juge un bon match. Je juge un bon match au niveau d'implication émotionnelle des gens et de moi-même dans le match. Là, dans ce match-là, j'avais pas d'implication émotionnelle vu que c'était une démonstration de gymnastique. Par contre, dans le main event, là, oui. Là, le main event, j'ai tout ressenti. Et même d'autres matchs à la carte, par exemple, le match Maria May et Toni Storm. Pareil, grosse implication émotionnelle dans le match. Là, c'était juste un concours de qui peut faire les plus beaux saltos. Enfin, c'est comme ça. S'ensuit, ben, justement, donc, le TBS Championship match entre Britt Baker et Mercedes Moné. Ben, alors, là aussi, la foule sort d'un match de ouf avec MJF et Ospreay. La foule, direct, là, elle était vraiment pas KO, mais beaucoup moins énergétique pour ce match qui suit. Alors, est-ce que le match a été placé au bon endroit? Je sais pas. Mais dans tous les cas, là où j'ai vraiment kiffé, c'est que, justement, les deux catcheuses, Britt Baker et Mercedes Moné, se sont adaptés. On passe après un match comme MJF et Will Ospreay. Yo, on va pas chercher à rivaliser avec eux, on pourra pas. C'est littéralement impossible. Ils ont fait toutes les prises de la création. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On raconte une histoire. Et Mercedes Moné a travaillé le dos de Britt Baker. Et j'ai adoré. Parce qu'en plus, elle a super bien bossé. Et c'est franchement, chaque fois Britt Baker revendait le dos, bel esprit. Storytelling, et ben moi, ce genre de cadre, je kiffe. Parce qu'on raconte une histoire et surtout que c'est bien fait. Là aussi où c'est énorme, yo, Mercedes Moné qui fait un body slam de la deuxième corde. Désolé, mais bel esprit. Franchement, bel esprit. Je vais te le voler, ça, ma petite Mercedes. Parce que, bon, vu que moi, je suis Body Slam City, à la Rix, je fais que des Body Slam dans mes matchs. À Old School, bel esprit, oh oui, oh oui, pour avoir de la hit. Franchement, là, je vais le faire. Mon finish, ça va devenir le Body Slam de deuxième corde. Bel esprit, oh oui, oh oui. Et donc, je dis oui, c'est très intelligent de changer de rythme dans le show, après un tel match MJF Ospreay, en racontant une histoire, en se concentrant sur une partie du corps. Ce qui reste quand même la preuve que c'est deux grandes catcheuses. Grande catcheuse, oui. Par contre, là, le truc du... Ouais. Et à un moment, il y a eu juste un passage, c'est le seul truc que j'ai à redire sur ce match. À un moment, il y a eu Britt Baker, elle met son gant. Mercedes lui prend, elle se le met. Non, rends-le-moi, il est à moi. Bon, ça va. Et qu'est-ce qui se passe, les amis? On est à la maternelle, quoi. À toi, à moi. Ça, on aurait pu s'en passer. Surtout que, bon, pareil, le truc du gant, en fait, au final, j'accroche pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, en fait. Si, à la limite, tu t'en servais pour faire mal à l'adversaire, mais là c'est juste pour le style, ah regardez je suis dentiste alors je mets un gant, ah ben maintenant je fais mon finish, c'est bof. Enfin moi pour l'instant de ce que j'en ai vu je suis pas convaincu. Victoire de Mercedes Moné. Par contre oui c'est vrai que la fin était un peu plate, mais bon avec le show qu'on a ça passe. Et quand je dis plate c'est juste que bon elle est arrivée c'est genre ah c'est ça le finish, parce que en fait on s'attendait tellement. Après je vous redis c'est ça le problème de faire un trop gros match en milieu de show, c'est qu'après tout le reste est là. Ouais, c'est fade. Alors il y en a qui vont dire oui, mais c'est la faute des catcheurs d'après. C'est la faute des catcheurs d'après de ne pas suivre. Non, ça c'est de la bêtise. Parce que on bosse pour le show, on bosse pas pour soi. On bosse pas pour juste se faire mousser soi. On fait pour faire mousser le show dans son ensemble, pour faire mousser la compagnie et être un team player avec les boys. Alors ça, pareil, c'est un débat. Certains ont des avis différents, mais moi c'est comme ça que je raisonne. Si je suis le premier match, je vais pas faire un main event parce que c'est pas à moi de le faire. C'est au main eventer de le faire. Par contre, je vais faire un premier match qui va lancer le show pour que le show soit le meilleur possible et le mieux préparé possible pour que le main event soit un truc de ouf. C'est ma mentalité. Et si vous la comprenez, si vous sentez ce que je dis, s'il vous plaît, pareil, dites-le moi dans les commentaires. J'allais dire j'adore. Oui, j'adore. Et c'est très bon pour moi de voir que vous êtes non seulement d'accord avec moi et que surtout tout ce que je vous dis dans ces reviews qui font chaque fois la plupart 1 heure et ça va dépasser l'heure, en fait ça vous apporte et ça vous fait plaisir. Donc franchement, oh oui, bel esprit. Continuons. Pronostic, j'ai eu raison. Donc je suis à 3-4. 3 raisons, 4 où j'ai tort. Il nous reste 2 matchs. 2 matchs. Coffin match, Darby Allin contre Jack Perry. Alors, Darby est ouf. Darby, il est vraiment ouf et je respecte. Alors, je respecte les sacrifices qu'il fait avec son corps, mais là, c'en est limite à se demander, yo frérot, qu'est-ce qu'il y a? Tu as des désirs pas de mettre fin à tes jours, mais en fait, j'allais dire, je vais faire mon psychologue de bas étage. J'ai l'impression qu'un mec comme Darby Allin, il se déteste en fait. Il doit pas aimer sa vie, il doit pas s'aimer lui-même et en fait, il s'auto-inflige cette douleur parce qu'il a un problème, entre guillemets, dans sa tête, le pauvre. Mais il se sert de ce problème pour rendre les autres gens heureux. Parce que je ne pense pas qu'il doit être heureux quand même à souffrir autant. Mais par contre, comme les autres sont heureux à travers le divertissement qu'il leur produit, qu'il leur procure, peut-être il se sent mieux. Je sais pas, c'est space. C'est vraiment space. Je vous dis, c'est Mankind des temps modernes. Mais
quand même, respect total, frère. Parce que moi, tout ce que tu fais, je ne le ferai pas. Hein. Je ne serais pas prêt à mettre ma vie en jeu comme ça. Et surtout, je ne sais même pas si mon corps tiendrait le coup. Après, le truc, les punaises sur la gueule, ultra bel esprit. Mais bon, les chutes qu'il prend, le verre cassé là, qui sort du sac, pareil, j'ai vu ça, je fais waouh, c'est quoi ce truc? Mais enfin, c'est dire, c'est ça. Les gens, alors, je sais pas s'il y en a qui vont critiquer la EW pour ça. Mais par contre, après, quand on voit des punaises dans une autre compagnie, on va faire, oh, c'est trop bon. Ça rentre dans l'histoire. Il faut être logique. Et là, franchement, le Broken Glass, alors peut-être ça a déjà été fait au Japon, dans des fédérations hardcore, j'imagine, mais je sais pas, je regarde pas. Mais là, franchement, je fais, wow, c'est quoi ce truc, le verre cassé qui sort, le verre pilé qui sort du sac. Et j'ai beaucoup aimé la psychologie de Perry, franchement, parce que, enfin bon, après, j'imagine, il y a des producteurs qui l'aident, mais d'ailleurs, pour répondre à une question, parce que je ne vais pas faire de commentaires à la fin de cette review, parce qu'il est presque 1h du mat, ouais, 1h moins 5. Et franchement, je sais que j'allais dépasser l'heure, parce que j'avais tellement de choses à dire, et je n'ai pas encore terminé. Mais on m'a posé une question qui est, je ne sais pas à qui, désolé frérot, mais à quoi sert un producteur? En fait, un producteur, il aide des fois les catcheurs à monter le match, et surtout, c'est le lien entre lui et les caméramans et les équipes de prod. Parce qu'il est assis à côté de, par exemple, à la WWE, je pense c'est pareil à AEW, j'imagine, mais à la WWE, le producteur de votre match, c'est pas être assis à côté de Triple H et de Bruce Pritchard maintenant, et au micro à parler à l'arbitre et à parler aux caméramans pour leur dire ce qui va arriver dans le match. Genre là, attention, il va y avoir un plongeon, mettez une caméra du côté de l'entrée. Ce genre de truc, voilà. Donc c'est grosso modo un producteur, ça sert à ça. Et à vous aider à monter le match et surtout aussi vous expliquer c'est quoi votre histoire dans le match. Parce que les producteurs assistent tous aux réunions de production et donc ils sont au courant des scénarios, des objectifs, des directions créatives et ils viennent vous transmettre ces informations. Mais ça, on verra ça dans aussi mes hashtag TLR Stories, parce qu'on avait des producteurs et des agents à NXT. Oh oui, oh oui. Donc dans ce match, j'aime la mentalité et la psychologie de Perry, qui attache les mains et les pieds et coince Darby Allin dans un body bag, un sac à cadavre peut-être, et pour l'enfermer dans le coffin, dans le cercueil. Et comme tout le monde l'a dit, le match était super court. Genre ça arrive, victoire de Perry, presque sortie de nulle part. Darby, il a quasiment rien fait. Alors moi, mon avis, ma supposition, c'est que le show allait être trop long, parce que le show a quand même fait 4 heures. Mais là, il restait encore le main event. Ils ont dû peut-être raccourcir ce match-là pour qu'il y ait assez de temps pour le main event. C'est la seule explication que je vois. Parce que booker un match comme ça aussi court, je sais pas, ça me semblait bizarre. Mais l'ovation de ouf pour le retour de Sting. J'ai popé tout seul dans le bus, j'ai fait waouh, j'étais trop content parce que j'ai grandi en regardant Sting. En 98, le mec était déjà grand. Sting était dans le segment catch, dans le segment télé qui m'a fait devenir fan de catch. C'est-à-dire, je suis devenu fan accro de catch en 98, juin 98, fin mai ou alors fin juin 1998, le Monday Night Raw où Sting rejoint le Wolfpack. Et ça, je l'oublierai jamais. Donc, Sting, respect total, le voir de retour, trop content. F, yes, j'ai mis, fuck, yes. BORDEL, le retour de Sting en majuscule. Pronostic 4-4, parce que Jack Perry a gagné, donc j'avais raison. Et là, maintenant, tout va jouer dans le main event. Non pas pour All-In, mais pour une pronostic, c'est le plus important. Non, je rigole. Ce qui était important, c'est que le business va super bien. Main event, AEW World Title. Alors, ce match-là, j'ai voulu le regarder sans prendre une seule note, quasiment, parce que je voulais apprécier l'intensité du moment. Et bon, j'ai pas pu m'en empêcher. Quand j'ai entendu Final Countdown pour la musique d'entrée de Bryan Danielson, franchement, j'ai eu presque la larme à l'œil. Et là, rien qu'en en reparlant, je l'ai. Pourquoi? Parce que c'est pas que j'ai grandi en regardant Bryan Danielson, mais quand j'étais sur le point de commencer le catch, entre 2003 et 2006, Bryan Danielson était déjà quasiment au sommet du business. Il était, je crois, champion ROH, ou il était d'un plus grand nom de la ROH, 2005, 2006, 2007. Et Final Countdown, qui était son thème d'entrée à la ROH, c'était légendaire. Tout le monde le connaissait. Le best in the world déjà à l'époque. Et l'entendre là à Wembley, j'ai eu des frissons, j'ai eu la larme à l'œil, j'ai fait waouh. Et surtout, en fait, c'était prévisible, vu le nom du match. Mais de voir donc tous ces fans de catch connaître la portée et la signification et les souvenirs que ramenait ce thème, je vous le redis, ça montre que le public AEW est un vrai public de fans de catch. Et ouais, vous n'avez pas idée des souvenirs que ça a ramené. Alors, ce que j'ai aimé dans ce match, bon, de toute façon, j'ai aimé tout le show. Mais là, ils avaient vraiment un rythme de main event. Vous le sentez, ils ralentissent, ils vont lentement, ils vendent de tout. Et là,
on voit la différence, surtout dans la différence de rythme. On voit la différence dans cette différence de rythme, on voit à quel point les émotions prennent beaucoup plus. Parce que, bon, tous les matchs étaient différents, c'est sûr, mais j'en reviens à MJF Ospreay, le rythme était totalement différent. Sauf quand sauf quand MJF ralentissait, mais c'est parce que MJF bosse pour l'histoire et pour les émotions. Ospreay, lui, il place tous ces trucs. Et attention, comprenez-moi bien, je dis pas qu'Ospreay sait pas catcher. Le problème, c'est que pour justifier sa place et pour justifier le salaire qu'il fait, et pour justifier le fait que très peu de gens peuvent catcher comme lui et faire tout ce qu'il fait, eh bien, il fait ce genre de catch. Mais moi, je dis, le problème, c'est que c'est un trou dans lequel tu vas t'enterrer tout seul et tu ne pourras plus en sortir. Parce que le jour où tu ne pourras plus faire ça à cause de l'âge, à cause de blessures, ben, en fait, les gens verront plus Will Ospreay. Alors, il faudra peut-être s'adapter et changer de gimmick ou de nom, je ne sais pas. Mais c'est ça le problème. Moi, je pense en 4 dimensions, je pense dans le futur. Et je veux mousser pour des trucs que je pourrais faire encore dans 10 ou 15 ans. Enfin bon, après dans 10 ou 15 ans, j'aurai 55 ans. Enfin, 50, 55 ans. Je ne sais pas si je catcherai encore, mais qui sait? Pourquoi pas? Si le public connecte toujours à ce que je fais. Who knows? Who knows? Mais je peux vous dire tout de suite, Will Ospreay ne pourra plus faire tout ça à 40 ou à 50 ans. Hein. Malheureusement, enfin, je lui souhaite. Mais voilà, c'est comme ça que je raisonne, mes amis. En tant que professionnel et en tant que mec qui a de l'expérience. Ben, en tant que fan qui veut juste voir des saltos arrière, parce que c'est ça, au nombre de saltos arrière qui juge la qualité d'un match. En attendant, en parlant de qualité de match, donc voilà, ce main event, il y avait un rythme de main event, ils vendaient tout. Alors, seul truc, voilà, par exemple, un truc malheureusement, il y a eu deux trucs négatifs dans ce match, et bon, c'est dommage, mais allez, franchement, l'intensité et l'émotion étaient tellement là que ça va, on pardonne. Mais il faut m'expliquer comment Danielson peut saigner du front alors qu'il tombe la nuque sur le gong. Ça, je n'ai pas compris. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Est-ce que ça vous a fait la même réflexion, le même résultat? S'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Parce qu'il lui fait un Death Valley Driver sur l'apron sur le gong. Il tombe la nuque sur le gong. Et après, il pisse le sang du front. J'ai pas compris. Alors, est-ce qu'ils sont loupés? Il devait tomber la tête la première sur le gong, peut-être, je pense. C'est la seule explication que je vois. Mais c'est dommage, parce que c'est le genre de truc qui te retire du match. Pareil, à un moment, Swerve, il se prend le nid de Daniel Bryan en plein dans la gueule ou dans l'épaule droite, non, gauche, parce qu'il fait ça. Il fait comme ça, littéralement. Le mec, il le nocelle complet. Yo, frérot, t'es Undertaker, t'es Kane, tu m'expliques. Et après, par contre, il perd en se reprenant le même coup de genou. Enfin, c'est dommage. Ça a été 2 moments, j'ai pas compris. J'étais là, je fais... Vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? C'est dommage. J'ai pas compris l'idée derrière. Et ouais, voilà. Si vous avez eu le même ressenti, s'il vous plaît, dites-le moi. Comme ça, au moins, je suis plus trop seul. Et voilà. Bon, dans tous les cas, quand même. Voilà. Bon, faut dire ce qui est. La foule était à fond dans le match. Les chants étaient là, avec la famille de Bryan Danielson au bord du ring, là aussi, bel esprit. Victoire de Danielson, je l'avais prédit, en fait je l'avais prédit, c'est ce que j'avais dit dans les pronostics. Ça m'aurait étonné de le voir perdre, surtout de terminer la soirée sur une mauvaise note. Et les émotions ont été très fortes dans ce match. Pronostic 5-4, 5 bonnes réponses. Oh oui, j'ai la moyenne. Ouh, je suis un peu bidon sur les pronostics, mais là aussi c'est un truc que je découvre, c'est un produit que je découvre. Et franchement, je découvre un produit que j'aime de plus en plus. Ça en est limite à un point où il me tarde de faire les reviews AEW, ben, presque plus. En tout cas, là pour l'instant c'est 50-50, mais maintenant c'est presque plus que les reviews WWE. Je sais pas, par exemple demain on va voir la review de Raw. Enfin, je vais la faire, en tout cas je vais regarder Raw demain. Enfin, même pas aujourd'hui parce qu'il est 1h03. Donc oui, aujourd'hui je vais regarder Raw. Plus tard dans la journée, et on verra. Mais c'est le truc, c'est que voilà, je sais qu'à Roche, on va avoir les mêmes têtes que d'habitude. Alors que là, on voit des nouvelles têtes toutes les semaines. Enfin, je sais pas, c'est mon opinion. En conclusion, mes amis, les fans devraient être heureux que la AEW existe. Bon, ça je l'ai déjà dit, mais je vais le lire en entier, car elle donne une plateforme à des gars comme Ospreay, MJF, Okada, etc., qui se seraient perdus dans le mix de la WWE. Et ça, c'est très vrai. Imaginez un Will Ospreay à la WWE. Ouais, mais il y a déjà AJ Styles. Il y avait déjà Ricochet. Qu'est-ce que vous auriez fait avec Ospreay? Vous auriez fait des matchs entre les trois? Ok, d'accord. Mais est-ce qu'il aurait pu briller à sa propre et à sa juste valeur dans des matchs simples comme il a eu contre MJF? Posez-vous la question. Et posez-vous la question honnêtement. Et vous comprendrez pourquoi c'est très sain et très bon d'avoir aujourd'hui dans le monde et surtout dans le business du catch, la AEW. Pareil, donc comme j'ai cité l'exemple de Ricochet, c'est pareil. Ça donne l'occasion à Ricochet de revenir, relancer sa carrière et peut-être même exploser. Tout comme la TNA à l'époque, Impact avait permis à Drew André McEntire, LA Knight, Louis Albert Chevalier et Tanga Loa
Tanga Loa, ok, ça on peut pas rien faire, et de relancer leur carrière. Ils avaient fait un groupe à 3 quand ils avaient été les 3 virés en même temps de la WWE, et ça leur avait permis de continuer à bosser devant des caméras dans le catch, et d'une façon ou d'une autre, quelques années plus tard, revenir à la WWE. Donc, mes amis, ouais, c'est après 4 heures de catch aujourd'hui, regardez, j'allais dire, je vous le dis, hein, je suis étonné de voir que, déjà, non seulement je ne suis pas gavé, et surtout, cette semaine, je suis fait Raw, SmackDown, Dynamite, Collision et All In. Et ça va. Et j'ai fait des reviews de chaque. J'en suis presque maintenant, il me semble, je vais être à la 20e review. Bel esprit, les amis. Et bel esprit, aussi grâce à vous. Parce que la chaîne continue d'augmenter, les chiffres augmentent, vous faites toujours du retour positif. Et pour ça, les amis, je vous remercie. Si vous avez regardé All In, dites-le moi. Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Alors, s'il vous plaît, par contre, alors je vais parler sincèrement avec vous. Alors, c'est énorme. Il y en a, ils me font des pavés. Et d'ailleurs, je vous le dis, je les lis. Alors, quand c'est trop long, j'essaie de lire en version rapide. Mais c'est énorme de voir que certains, ils utilisent les commentaires de la chaîne pour faire leur propre analyse. Bel esprit. Par contre, si vous voulez qu'on participe et que je réponde à vos messages, essayez de synthétiser. Parce que, voilà, je préfère lire un message court, mais où l'information est directe tout de suite, qu'un truc trop détaillé, parce qu'après, si c'est trop détaillé, en fait, le temps que je vais prendre à lire, je ne vais pas avoir pour répondre, et surtout pas répondre en détail. Je préfère des discussions assez rapides dans les commentaires. Et après, j'utilise justement les vidéos pour rentrer dans les détails. Donc, s'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de AEW All In, et surtout, si, je pense principalement par rapport au match MJF Will Ospreay, parce que c'est lui qui m'a le plus intrigué, le plus laissé... vous avez vu le temps que j'ai passé dessus, sur lequel j'aurais le plus à redire. Je suis curieux d'avoir votre avis. Et alors, argumentez, mais faites pas, s'il vous plaît, 50 lignes. Parce que sinon, après, je vais juste... en fait, je ne vais pas pouvoir répondre et je ne vais pas pouvoir surtout synthétiser tout ça. Dans tous les cas, les amis, merci à vous. Merci pour le soutien. Merci de vous abonner. Merci de mettre la cloche et d'être au courant, pour être au courant quand les reviews sortent. On se voit, je pense, on se verra pas parce que moi je vous vois pas. En fait, je vois vos commentaires, mais je vous vois pas en personne. Demain, review de Raw qui sera sûrement en ligne, je pense, dans la soirée, plus tôt que maintenant, parce que là, maintenant, j'étais parti toute la journée, donc ça sera dans la nuit. Je pense Raw sera online, enfin la review de Raw sera online dans la soirée, surtout que maintenant j'ai mon nouvel ordi. Oui, et justement, il faut que je fasse. J'ai commencé à bosser sur le vlog pour ceux qui me suivent sur Instagram et dans les stories. J'ai commencé à bosser sur le vlog, sur le show, en hommage à Bruno Sammartino, à Pizzoferrato, qui était son village natal. Franchement, c'est énorme. Les images sont vraiment sympas. J'attends d'avoir les vidéos des matchs, des 2 matchs que j'ai fait dans ce vlog-là. Et franchement, vous avez kiffé. Oh oui, les amis, bel esprit. Oh oui, magnifique. Moi, merci à la AEW. Merci aussi à la WWE, parce que sans la WWE, la AEW n'existerait pas et vice-versa. Merci au bon monde du catch. Merci au monde tout court. Merci à tout le monde. Merci à l'univers. Merci à tout ce qui est remerciable pour cette vie de ouf qu'on mène tous, parce qu'on vit une époque de ouf. Et oh oui, il n'y a qu'une chose à dire. Bel esprit. Oh. Non, vous n'avez pas vu le clin d'œil, donc. Ah, bonne nuit à tous.